Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce troisième épisode de cette série déjà mondialement connue qu'on appelle Addiction, nous allons changer un peu de sujet. En effet, on a déjà fait 2 épisodes sur le tabac, un sur la nicotine, un sur son histoire. Donc il faut un peu parler d'autre chose, on va dire. Donc on va parler non pas d'une substance en particulier, mais bien de toutes les drogues, parce qu'on va parler de la classification des drogues. La question qu'on peut se poser, c'est comment on peut classer les différentes drogues, les différentes substances psychotropes. C'est un peu meilleur comme terme. Comment on peut les classer? Par quels critères? On va voir plusieurs critères différents aujourd'hui. D'une part, les effets, d'autre part, la dangerosité, et ensuite les familles de drogues, les différentes familles chimiques. Tout d'abord, parlons de la classification avec les effets de la drogue. Mais dans un premier temps, enlevons le terme drogue. En effet, le terme drogue est un mauvais terme à utiliser. On parlera plutôt ici de psychotrope. En effet, le mot psychotrope est bien plus approprié pour parler de ces substances, tout simplement car quand on entend le mot drogue, on pense directement à quelque chose d'addictif. Or, toutes les substances psychotropes, psychoactives qui agissent sur le cerveau ne sont pas forcément addictives. On le verra par la suite. Commençons donc par classer les substances psychotropes par effet. On cherche déjà depuis 1924 à classer les drogues en fonction de leurs effets, donc selon plusieurs catégories. Il y a plusieurs scientifiques qui se sont attelés à cette tâche, mais le schéma qu'on retient souvent est celui de Derek Snyder, un ingénieur. Ce diagramme est un diagramme de veine qui comprend 4 cercles, donc 4 grandes familles de psychotropes. Le premier, c'est celui des stimulants. Ensuite, on a les hallucinogènes, les dépresseurs du système nerveux, et les neuroleptiques, aussi appelés antipsychotiques. Nous allons donc passer en revue ces différents types de psychotropes, en remarquant leurs effets, mais aussi leur potentiel addictif. Maintenant que nous avons expliqué la pertinence de classer les substances psychotropes avec leurs effets, nous allons pouvoir décrire les effets et caractéristiques des différentes classes. Tout d'abord, nous avons les neuroleptiques. Ce sont des substances utilisées pour leurs effets tranquillisants. On les trouve rarement pour gérer des troubles psychotiques avec des hallucinations par exemple. On les appelle d'ailleurs psychotropes antipsychotiques. Ils sont donc utilisés dans certains traitements pour gérer la schizophrénie ou les troubles bipolaires. On sépare les neuroleptiques en 2 groupes, les neuroleptiques typiques et les neuroleptiques atypiques. On appelle aussi les neuroleptiques atypiques neuroleptiques de 2e génération. Les neuroleptiques atypiques sont là pour, en quelque sorte, remplacer les neuroleptiques typiques, à cause de leurs effets secondaires. En effet, la recherche actuelle vise à améliorer les symptômes négatifs, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait moins d'effets secondaires, que ce soit beaucoup plus facile de suivre un traitement avec des neuroleptiques. Ensuite, nous avons les stimulants. Ce sont des substances qui visent à augmenter l'activité du système nerveux sympathique. Qu'est-ce que le système nerveux sympathique? Il est simplement responsable d'un grand nombre d'activités automatiques de l'organisme. En effet, il gère le système cardiaque ou la contraction des muscles lisses. Parmi les stimulants, on trouve notamment la cocaïne, mais également la caféine. Les substances stimulantes n'induisent pas particulièrement d'effets de dépendance physique, mais un très gros craving. En effet, beaucoup de dépendance psychique, car ces substances créent un état d'euphorie et de bien-être chez le consommateur, ce qui l'amène à reconsommer ou tout simplement à vouloir reconsommer, ce qu'est le craving. On a ensuite les dépresseurs du système nerveux. Ils ont pour action de ralentir l'activité du système nerveux central. Ils ont généralement un effet anxiolytique, hypnotique, c'est-à-dire en gros comme les somnifères, ou sédatif. Parmi les dépresseurs, on retrouve notamment l'alcool, mais aussi les opiacés comme l'héroïne, la morphine ou la codéine. Pour finir, nous avons les hallucinogènes. Comme leur nom l'indique, ce sont des substances chimiques psychotropes qui induisent des hallucinations ou des altérations des perceptions et de la cohérence de la pensée. On remarque aussi qu'elles ont un effet sur la régularité de l'humeur, mais sans causer de confusion mentale persistante
ou de troubles de la mémoire. La plupart des gens qui prennent des hallucinogènes décrivent l'état dans lequel ils sont comme un état modifié de conscience. On peut regrouper les hallucinogènes en 3 classes différentes, 3 grandes classes. Les délirants, les dissociatifs, parmi lesquels on a la kétamine, et les psychédéliques, parmi lesquels on a le LSD. On remarque que les hallucinogènes induisent peu ou presque pas de dépendance. En effet, il n'y a aucune dépendance physique avec les hallucinogènes. Un petit peu de craving, ça arrive, comme par exemple avec le LSD où l'état d'euphorie a envie d'être retrouvé par le cerveau, mais très rarement de grosses dépendances comme avec le tabac par exemple. Je ferai aussi sûrement une vidéo plus précise sur le sujet des hallucinogènes que je trouve extrêmement intéressant, peut-être même une série de vidéos. Comme on peut le voir sur le schéma, les cercles s'entrecoupent. Ça veut dire qu'on va avoir affaire à des sous-classes. Je vais donc prendre le temps d'en détailler quelques-unes que je trouve intéressantes. On a d'abord les opioïdes. Les opioïdes sont une classe de psychotropes appartenant à la catégorie des dépresseurs du système nerveux. Ce sont des substances chimiques ayant des effets semblables à celles des molécules qu'on trouve dans le latex du pavot somnifère. On appelle ces molécules qu'on trouve dans ce latex les opiacés. Parmi les opiacés, on a par exemple la morphine ou la codéine. Ces substances induisent généralement une forte dépendance et ont un effet sédatif. On a ensuite les benzodiazépines. Il en existe énormément et avec des effets très variables. Ils font à la fois partie des neuroleptiques et des dépresseurs du système nerveux. Ils regroupent donc comme effets anxiolytiques, hypnotiques, antidépresseurs, anticonvulsivants, myorelaxants et amnésiants. On les utilise donc pour traiter la dépression ou les insomnies. Mais il faut faire attention avec les benzodiazépines car ils comportent un risque de dépendance et de tolérance. Car en effet, plus on prend un benzodiazépine, plus son effet diminue. Donc par exemple, pour une personne insomniaque qui va prendre un benzodiazépine hypnotique, eh bien petit à petit, il va développer une tolérance. Et le médicament aura de moins en moins d'effet et l'insomnie reviendra. Ce sont donc des médicaments lourds. Et l'arrêt du traitement par benzodiazépine est progressif et suivi médicalement. Parmi eux, on retrouve notamment l'alprazolam, aussi connu sous le nom de Xanax. En faisant le montage et à cause de problèmes techniques, je me rends compte que si je veux finir la vidéo comme je l'avais prévu au début, c'est-à-dire en parlant de la classification par la dangerosité, etc., j'aurai pas le temps pour la sortir à l'heure prévue, c'est-à-dire le vendredi. Du coup, je vais couper la vidéo en 2 parties. Pour la deuxième partie, qui sera l'épisode 4, on continuera de développer sur les différentes petites sous-classes de psychotropes et on continuera du coup ensuite sur la classification par la dangerosité. On parlera d'addictivité, de neurotoxicité, de toxicité générale, etc. Ça sortira dans la semaine, donc pas le vendredi, et vendredi prochain, il y aura une autre vidéo sur un sujet complet. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite de cet épisode sur la classification des psychotropes. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Au revoir.